Michel Maffezoli, Jean-Didier Vincent, bonjour. Bonjour. Vous êtes aujourd'hui en Vendée à l'invitation du CERA pour donner une conférence. C'est même pas une conférence, c'est un grand débat autour des nouvelles technologies, de comment les nouvelles technologies changent le monde, notre monde d'aujourd'hui. Et ce que nous allons essayer de comprendre en seulement 12 minutes, malheureusement, c'est justement quel est votre point de vue et comment ces nouvelles technologies changent notre monde, en bien ou en mal. Je vais commencer peut-être avec vous, Jean-Didier Vincent. Est-ce que vous, aujourd'hui, en regardant des Vendées, fin novembre 2015, vous les voyez comment, les nouvelles technologies, dans laquelle nous sommes, actualité oblige? C'est une grosse affaire que vous me dites là, parce qu'il y a eu une révolution totale sous l'influence justement des nouvelles technologies sur la science, qui est évidemment aujourd'hui pense de moins en moins et de plus en plus technique, comme l'a dit l'autre. Mais l'ambition des nouvelles technologies aujourd'hui, et je vais en parler sous le nom de transhumanisme, qui est le mouvement à la mode. C'est pas une secte, contrairement à ce que croient les Français, qui sont toujours méfiants à tout ce qui vient des États-Unis ou des pays anglo-saxons. C'est un mouvement de pensée qui s'intéresse au futur de l'homme. Et au perfectionnement de l'homme, en fait. Et bien sûr, la base, c'est d'aller vers l'homme transhumain, dont la finalité est de devenir l'homme post-humain. C'est pas post-moderne, c'est post-humain. C'est-à-dire qu'il y a des chances pour qu'il appartienne à une nouvelle espèce. Je suis venu à ceci parce que j'étais, en tant qu'évolutionniste, obsédé par l'idée d'une possibilité de spéciation chez l'homme. Est-ce que l'homme est destiné à rester un homme jusqu'à la fin de son existence en tant qu'espèce, ou est-ce qu'il est à l'origine de mutations, de changements qui feront de lui une nouvelle espèce, ou bien est-ce qu'il y aura une nouvelle espèce à côté de l'homme ancien, de l'homme à l'ancienne? Alors c'est ça la question auquel s'attaquent les transhumanistes. Alors pour vous dire la chose, comment ça se présente, c'est apparu le transhumanisme à la fin du siècle précédent. Dans les années 70, ça a été initié par un prix Nobel qui s'appelait Friedman, et qui a dit « There is a lot of thing in the bottom, a lot of place in the bottom, or room in the bottom ». Je ne me rappelle plus la citation exacte. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses à chercher dans le fond, dans le bas, c'est-à-dire dans l'infiniment petit. Et on a commencé à s'intéresser, au lieu de s'intéresser aux choses qui sont à une échelle visible au microscope, à une échelle qui est à la limite de ce qu'on appelle le monde quantique, et du monde les nanotechnologies, ce qui était possible par l'existence de nouveaux microscopes qui permettaient d'aller jusqu'à la vision de l'atome isolé. Donc il s'agit de manipuler les atomes et non plus de faire de la chimie par confrontation de molécules. Et c'est là qu'on va voir apparaître des objets qui sont des objets nanométriques. Ils existent dans la nature. Vous faites un feu de cheminée, vous avez des particules nanométriques dans l'air. Et ce qui est nouveau dans ce cas, dans notre évolution humaine de l'homme, c'est que si jusqu'à aujourd'hui l'espèce humaine a évolué suite au changement climatique ou autre d'adaptation, elle s'est adaptée, elle n'a pas forcément évolué au sens évolutif darwinien. Elle s'est adaptée à son environnement de manière, je vais utiliser un mot très simple, mais naturel. Aujourd'hui, on a la sensation que si l'espèce humaine évoluera, ce sera suite aux recherches et aux manipulations de l'homme. Ouais, vous parlez de naturel, mais justement, la nature qui évolue, qui se fabrique elle-même, n'est pas dans le carnet d'intention des transhumanistes qui veulent avoir affaire à une nature qu'ils fabriquent. L'homme, maître et possesseur de la nature, c'est une idée fausse, c'est une idée ancienne qui n'est plus d'actualité pour les transhumanistes. Ça veut dire que maintenant, l'homme est créateur. Ce n'est plus une créature, il est créateur. Il est créateur probablement de nouveaux organismes vivants, peut-être d'une nouvelle vie, parce que un des objectifs de la recherche actuellement, c'est la vie synthétique. Que Greg Venter, qui est l'homme qui a cloné le génome humain et qui a fait des développements techniques
tel que l'on peut obtenir un génome humain complet en moins de 2 heures, alors qu'il a fallu 1 an pour arriver. C'était le grand narratif qui a succédé à l'exploration de l'espace, c'est explorer le génome. C'était rien à faire, il suffisait de connaître la technique. Est-ce que, donc, on va essayer d'y revenir tout à l'heure, je suis obligée de... Je suis un peu confus, mais c'est pour vous donner les objectifs. Absolument pas. Vous êtes surtout un peu... Enfin, pas vous, mais cette post-humanité paraît un petit peu inquiétante vue d'ici. Et justement, pour changer un peu d'inquiétude, moi j'ai envie de me tourner vers vous, Monsieur Maffezoli. Mais j'ai rien dit. Mais nous y reviendrons. Parce que je me dis qu'au fond... la technologie, la modernité, le début de cette nouvelle ère, on pourrait peut-être le situer un peu à la louche aussi, 3 siècles en arrière, à d'écart et à l'évolution de la technologie, parce que c'est un peu là qu'il y a ce moment de changement réel. Je le pense, moi, si vous voulez, en vous écoutant, je pensais à ce processus d'accommodement, d'accomodation, il y a des changements et de la continuité, en 2 temps très simples. Moi, je considère en effet que ce qu'on appelle la période moderne, du début du XVIIe siècle jusqu'à la moitié du XXe siècle, il y a là un grand développement scientifique et des applications technologiques. Mais dans cette perspective, au nom d'un grand rationalisme, et des économistes comme Weber ont bien montré comment, en quelque sorte, la technique avait, je reprends son expression, désenchanté le monde. Et qu'il y a en quelque sorte ce rouleau compresseur qui fait que tous les aspects charmants qui peuplaient nos villes et nos campagnes sont évacués grâce ou à cause de ce développement technologique et je dis bien des applications techniques. C'est ça la société moderne. Diagnostic. Pronostic, juste. 2e temps, c'est qu'à mon sens, il y a une inversion qui est en train de s'opérer et que dans ce qu'on appelle, moi je suis de ceux-là, appelle la postmodernité, dans le sens simple du terme, ce qui arrive après l'époque moderne, donc à la moitié du XXe siècle, eh bien cette technique qui a désenchanté le monde est en train de le réenchanter. Voilà. C'est ça que j'appelle, moi, l'adaptation, qui fait qu'une autre utilisation de la technique qui est en quelque sorte une forme de supplément d'âme, si je cite ici Bergson. Voilà un peu ma position en 2 points, un diagnostic, un pronostic. Mais c'est des pronostics, peut-être que je me trompe, mais enfin en tout cas, voilà à mon sens... Bon, moi je crois qu'il y a une rupture radicale, contrairement à ce que dit mon collègue. Il y a une rupture radicale, c'est un changement total de paradigme. Dans la mesure où maintenant, l'homme n'est plus une créature abandonnée à elle-même, même si elle tente d'accaparer la nature pour en être maître et possesseur. On est passé plutôt du côté de Vigo qui dit « on ne peut rien comprendre si on n'a pas fabriqué soi-même ». Donc il s'agit de fabriquer du vivant. C'est ça l'objectif. Et fabriquer du vivant, ça va impliquer l'utilisation des nouvelles technologies qui, c'est ça la grande découverte des Américains, vont se regrouper en ce qu'on appelle les converging technologies. Ça veut dire NBIC, ça veut dire nano, bio, informatique et cerveau. Alors, avec ça, en convergeant, en mettant leurs moyens en commun, leur complémentarité, on obtient des choses absolument extraordinaires, des choses qui sont inattendues, si bien que, comme dit le grand prêtre du transhumanisme, Kurzweil, on atteint ce qu'on appelle la singularité. Autrement dit, croissance exponentielle des progrès techniques, et tout d'un coup, on n'est plus comme la courbe logarithmique va devenir verticale, on ne sait pas où on va. Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir justement un réenchantement? Parce que je vais schématiser. Je pense que les nouvelles technologies ont désenchanté le monde. Vos points de vue peuvent se retrouver. Écoutez, vous ne désenchantez pas le monde dans la mesure où vous fabriquez des soldats. Mais est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés à un niveau de connaissance technique, justement, qui nous permet de fabriquer un homme qui est-il encore un homme ou pas? On verra. Mais en même temps... c'est une bonne question. Est-il encore un homme ou pas? Voilà, mais pour cela, il nous faudrait un autre débat. Mais est-ce que là, aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe, quand on voit la barbarie qui se passe un peu partout dans le monde, moi, j'ai l'impression, en regardant ne serait-ce que les réseaux sociaux et Internet, que l'être humain, du coup, se retourne, se replie en quelque sorte et revient à autre chose parce qu'il a besoin d'enchantement, d'autres choses. Parce que du coup, il y a une sorte de peur qui peut toucher jusqu'à la nouvelle technologie. Vous proposez ce que j'appelle le retour aux cavernes.
il est clair non, que si on continue... Non, je demande à M. Maffezoli où on va. Si on continue comme ça, le retour aux cavernes va s'imposer, c'est-à-dire en petites unités de vie, avec un Internet très développé, c'est-à-dire une communication entre les petits groupes. Mais c'est sûr que les colonnes de migrants viendront de la Méditerranée ou d'autres mers, etc., et traverseront pour s'agglomérer sous forme de micro-sociétés, parce que c'est la seule façon. La gouvernance universelle, qui devrait être ce qui permettrait à clarifier les choses, à y mettre un peu d'ordre, est une absolue utopie. Ça ne peut pas avoir lieu, on continuera à se foutre sur la figure, et ça ne peut pas marcher. Par contre, quand il y aura des élites qui vont pouvoir se former, c'est-à-dire des élites qui auront été clonées, donc qui n'auront qu'un sexe, ce sera le sexe féminin, quand il y aura ces cloniques qui seront faits à partir d'une seule cellule, la possibilité de se cloner et d'avoir... supposez que vous cloniez votre père, vous ne serez plus maître de votre héritage, parce que quand il sera adulte, il va vous le piquer, votre héritage. Vous comprenez? Alors ça posera des questions légales, ça posera toutes sortes de choses, mais nous sommes dans un monde nouveau. Ça, on a enlevé l'enchantement. Mais l'enchantement... Je me tourne vers vous. Si vous laissez parler, je dirais un mot, mais enfin, de toute façon... La règle entre nous, c'est que l'un empêche l'autre de parler. Non, mais je l'ai bien compris, mais moi je suis très bavard. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui laisse parler les autres. Sur l'enchantement, justement, en la matière, parce qu'il y a un rayon d'espoir. En la matière, nous en parlerons tout à l'heure, mais moi, ce n'est pas mon sentiment. Prenons un exemple très simple, c'est-à-dire Google, où on voit bien, où tous les développements technologiques qui montrent bien qu'il y a à la fois, je dirais, de l'esprit et de la matière. Et que c'est ce matérialisme spirituel, si je puis dire, qui me paraît être à l'œuvre dans la technologie contemporaine. 70% du trafic d'Internet, c'est des forums de discussion, des sites communautaires, philosophiques, religieux et érotiques. Donc rien de fonctionnel. Et c'est là où je dis, bon, il faut y réfléchir, on ne peut pas se contenter d'un schéma a priori. Moi, je trouve empiriquement très intéressant qu'on voit revenir cette vie de l'esprit grâce à la technique. Voilà ce que j'essaierai de dire. Ben voilà, et nous verrons l'intégralité de la conférence sur TV Vendée dans les semaines suivantes. Merci infiniment à tous les deux. Bon séjour en Vendée. Merci beaucoup.